Dans cette présentation, nous abordons une réflexion sur les moyens de réduire les inégalités scolaires. Et nous allons montrer que certains contextes d'enseignement permettent de réduire certaines inégalités scolaires, et notamment les enseignements de biotechnologie, par leur diversité de situations d'apprentissage, par le contexte laboratoire, offrent certains leviers pour réduire ces inégalités scolaires. Mon propos ne consiste pas à partir d'une étude de cas pour en déduire des concepts théoriques, mais à l'inverse, utiliser des concepts théoriques déjà établis pour analyser des situations d'enseignement. Nous utiliserons la réflexion de Serge Boimard, psychopédagogue, qui a proposé des leviers pour réduire les inégalités scolaires. Nous utiliserons aussi les résultats de John Hattie, qui sur 15 années a effectué une méga-analyse, reposant elle-même sur 900 méta-analyses, sur des millions d'élèves et répartis sur les 5 continents. Une toute petite parenthèse sur les conseils de John Hattie qui nous dit que pour que l'enseignement soit efficace, alors l'enseignant doit être convaincu d'une part de l'état plastique de l'intelligence, c'est-à-dire que la part génétique dans l'apprentissage jouerait finalement un rôle assez faible. Le fait aussi que l'enseignement a une capacité à influer sur l'apprentissage des élèves malgré les contraintes extérieures qui peuvent entraîner des blocages, et enfin que l'enseignant doit en permanence essayer de comprendre les raisons de réussite ou d'échec de ces stratégies d'enseignement, et pour cela, il doit de manière continue observer ce qui se passe dans la tête des élèves, dans leur comportement, pour ensuite rebondir sur ces choix de stratégies d'enseignement de type didactique et pédagogique. La réflexion consistant à réduire les inégalités scolaires ne date pas d'aujourd'hui. Dès la loi d'orientation pour l'école en 1989, on proposait déjà de placer l'élève au centre du système éducatif, qui consistait à prendre l'élève tel qu'il est, avec ses points faibles et ses points forts, et de promouvoir l'égalité des chances, notamment en matière socio-économique. Serge Boimard nous apprend qu'il y a environ 15% des élèves qui sont en échec scolaire. Et parmi ces élèves, environ 2/3, nous dit-il, sont en posture d'évitement. Autrement dit, ce ne sont pas uniquement les lacunes scolaires qui expliquent leurs échecs. Et pourtant, c'est souvent les réponses que l'on apporte à ces élèves qui sont en échec. On leur apporte souvent beaucoup de soutien. Serge Boimard nous dit que cette posture d'évitement consiste pour certains à se mettre en décrochage ou se mettre dans une bulle, c'est-à-dire qu'ils subissent l'école, ils se renferment sur eux-mêmes et n'en profitent absolument pas, ou bien au contraire, d'autres attirent l'attention sur eux et donc sont plutôt dans des postures d'incivilité ou de conflit. Serge Boimard nous explique que ces élèves sont dans la peur d'apprendre, qui consiste à arrêter leur machine à penser, et donc l'action de l'enseignant consiste à relancer cette machine. Serge Boimard nous dit que pour que l'enseignant puisse repérer ces élèves dits empêchés de penser, alors il doit connaître un certain nombre de postures qui les caractérisent. Première posture, le conformisme de pensée, c'est-à-dire que l'élève aime bien faire surtout ce qu'il maîtrise et donc craint beaucoup la nouveauté, il l'évite. Ces élèves sont souvent aussi dans la réponse immédiate, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à bâcler la tâche qu'on leur demande pour éviter de se mettre dans cette posture d'inconfort quand on apprend. Et donc, par exemple, quand on leur demande d'argumenter, ils ont tendance aussi à se mettre en retrait. Ces élèves sont aussi caractérisés par la curiosité dite de type primaire, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement tournés vers un centre d'intérêt sur leur personne, ou au contraire parfois une curiosité très dispersée. Donc tout ça les empêche de raisonner de façon construite. Enfin, ces élèves sont souvent à la marge du groupe, c'est-à-dire peu intégrés dans la classe. Et donc, finalement, que peut faire l'enseignant pour déconstruire ce type de posture? Nous allons maintenant analyser des situations d'enseignement qui sont prises dans la filière biotechnologie et qui partent de mes constats personnels. Un premier constat assez flagrant, c'est que quand nous lançons un exercice en classe banalisé, il y a toujours un petit pourcentage d'élèves qui ne démarrent pas, donc qui sont en arrêt, qu'on peut appeler posture d'évitement. En revanche, dans un laboratoire, ces mêmes élèves, quand on lance des manipulations, c'est très rare que ces élèves ne démarrent pas. Que se passe-t-il exactement? Nous allons donc partir des solutions que propose Serge Boimard pour justement réveiller cette machine à penser et voir si effectivement on peut essayer d'expliquer pourquoi dans ces laboratoires les élèves ont davantage tendance à se lancer et donc à oublier cette posture d'évitement. Serge Boimard nous dit qu'il faut d'abord inventer des approches stimulantes. Dans les laboratoires, c'est vrai que les contextes donnés aux élèves sont des contextes authentiques,
qui est donc un petit peu différent du format classique scolaire. Et donc, ils sont souvent dans une situation d'émerveillement. Par exemple, ils vont mettre l'œil dans leur oculaire microscopique et découvrir un nouveau monde qu'ils ne connaissaient pas. Ou bien, au contraire, ils vont ouvrir l'étuve de culture et ils vont s'apercevoir que depuis la veille, eh bien, la boîte de culture a changé. Ils sont aussi poussés à la créativité parce qu'ils passent par le faire et parce que donc on va leur demander de mettre en œuvre des expériences qu'ils ont eux-mêmes construites. Et bien forcément, c'est beaucoup plus engageant que d'appliquer simplement une recette. Donc ça les pousse à la prise d'initiative et forcément leur attention est davantage maintenue. Serge Boimard nous dit qu'il faut aussi fédérer le groupe pour viser la socialisation. En effet, ces élèves sont souvent en marge du groupe. Et donc, une façon de les faire rentrer dans le groupe, c'est de leur donner un rôle. Alors, leur donner un rôle, c'est à la fois leur accorder une certaine attention. Et donc, ces élèves prennent davantage confiance en eux. C'est travailler le sentiment de confiance et de reconnaissance. Mais c'est aussi leur donner une part dans le groupe et donc leur faire prendre une certaine responsabilité dans le groupe. Donc, on voit que le groupe effectue une certaine synergie sur les apprentissages des élèves, que ce soit dans le groupe entier de l'activité technologique ou à l'intérieur de petits groupes projets, puisque nous menons des projets technologiques. Une autre façon de réveiller la machine à penser, c'est de faire travailler le langage et l'argumentation, puisque nous avons vu que ces élèves sont souvent en panne d'argumentation. Donc c'est beaucoup plus facile de libérer la parole dans un contexte authentique, parce que les élèves accordent beaucoup plus de sens à ce qu'ils font. D'autre part, parce que les situations sont suffisamment variées, c'est aussi davantage engageant de s'intéresser à ce type de situation. Enfin, l'enseignant est beaucoup plus libre puisqu'il peut accorder un peu plus de temps pendant que les autres sont en manipulation et donc sont occupés, sont donc en train d'apprendre. Il est beaucoup plus facile d'accorder un petit peu de temps pour aller relever la pensée de l'élève et donc lui donner davantage confiance. Donner du sens aux apprentissages, c'est aussi faire naître ce plaisir d'apprendre que toute personne a déjà ressenti quand son cerveau se met en marche parce qu'enfin elle a compris quelque chose et qu'elle est capable de l'expliciter. C'est cette sensation de se sentir enfin intelligent. Cela est d'autant plus vrai dans des contextes d'apprentissage de type laboratoire parce que l'élève passe par le faire, par l'oral, par l'écrit. Donc cette diversité de formats d'apprentissage permet d'acquérir des connaissances de façon plus rapide et donc se mettre en réflexion de façon beaucoup plus rapidement et donc de faire naître ce fameux plaisir d'apprendre. Voici un exemple de situation pédagogique particulièrement développée dans nos laboratoires. Il s'agit de faire travailler les élèves en groupe et donc de leur faire prendre conscience des différentes démarches possibles pour que le groupe fonctionne de façon efficace. La première démarche, la démarche coopérative, consiste à ce que chaque élève prenne une part de la tâche globale à effectuer et donc à la fin du travail, chacun apporte son morceau de puzzle pour reconstituer la tâche. On voit bien que si une part de la tâche n'est pas effectuée, c'est-à-dire qu'un élève ne joue pas le jeu, alors le travail n'est pas abouti. La deuxième démarche, c'est la démarche collaborative, où là, chaque élève participe à la construction de la tâche globale, et donc chacun apportant son idée, mais la tâche se construit petit à petit, alors que tous les élèves sont autour de la table, et donc avec chacun leurs idées. On voit bien que pour que cette tâche fonctionne, il faut que chaque élève se soit d'abord au démarrage fait une idée de ce qu'il doit construire dans la tâche. En revanche, ici, si l'un des élèves ne joue pas le jeu, la tâche finale sera différente, mais la tâche sera tout de même ici. Un exemple, imaginons que les élèves doivent mettre en place une situation d'apprentissage qui consiste à mettre en place la démarche d'analyse des risques. Ils peuvent très bien commencer en situation collaborative à définir ensemble l'ensemble des produits dangereux qu'ils devront manipuler dans le protocole qu'ils ont construit. Ensuite, ils peuvent se partager la tâche pour aller chacun d'eux chercher la fiche de données de sécurité correspondant à chacun des produits. Puis, ils peuvent revenir en démarche collaborative pour ensuite réfléchir ensemble à la démarche d'analyse des risques qu'ils vont mener et aux mesures de prévention à mettre en place. Donc, on voit bien que parce que les élèves ont conscience de chacune des particularités de ces formes de travail de groupe, ils vont les manipuler de façon très judicieuse. Et surtout, là aussi, on voit que dans ces démarches, eh bien, la synergie du groupe sera vraiment très porteuse pour les élèves qui sont en arrêt de pensée. C'est la fin de cette vidéo.